Bonjour, je suis Florence Roublot, la responsable du salon Natexpo. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de la saison 2 des webinaires de Natexpo. Ces webinaires que nous avons lancés en 2021 et qui sont parfaitement imposés comme le rendez-vous mensuel de la communauté Natexpo entre deux salons. Alors, chaque mois, pendant 1 heure de live, ce sont des experts, des professionnels de la bio qui échangent sur des sujets clés, des dernières actualités de la bio. Depuis le lancement de ces webinaires, 3500 vues. Donc, merci, vraiment, merci à tous. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux habitués. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer que vous êtes près de 550 inscrits. Nous sommes très, très heureuses. Alors, 2 mots très, très brefs sur l'ASPAS, qui organise Natexpo. C'est une société qui a été fondée il y a plus de 40 ans par Violette et Claude Dumont et qui a été reprise par Patricia Berthomier-Massip en 2010, pour qui j'ai une petite pensée toute particulière aujourd'hui. Grâce au portefeuille déjà existant et à la croissance insufflée par Patricia, l'ASPA s'est imposé comme le premier organisateur en France d'événements professionnels et grand public dédiés au bio, au bien-être, au développement durable. Aujourd'hui, l'ASPA totalise une trentaine de manifestations, plus de 500 000 visiteurs, 6 000 exposants. À côté de ça, nous avons créé en 2015 une place de marché qui s'appelle cvelia.com, qui s'adresse à nos exposants, mais pas que, pour les mettre en relation avec notre communauté de visiteurs. Et puis l'ASPAS travaille aussi directement avec des institutionnels comme Biocoop, comme l'agence Bio, pour leur organiser des événements particuliers, comme la région Occitanie pour organiser Medfel et comme la fédération Natex Bio pour organiser Natexpo. Natexpo, donc, c'est la 8e organisation que nous organisons pour le compte de la fédération Natex Bio depuis qu'elle nous a fait confiance en 2013. Au fur et à mesure des années, Natexpo a su s'imposer, a su s'upgrader et est devenue une très, très belle manifestation. La dernière à Paris-Villepinte en octobre, qui était juste très, très, très jolie. La prochaine aura lieu du 18 au 20 septembre à Eurexpo Lyon. Nous attendons 850 exposants et 8500 visiteurs, 10 000 visiteurs, pardon. Nous sommes aujourd'hui à peu près à trois quarts du travail. Il couvre la filière bio dans sa totalité, depuis l'alimentaire, les cosmétiques, les compléments alimentaires, les ingrédients, mais aussi tout ce qui est services, équipements magasins pour les marques et les. Cette année, nous lançons un nouveau secteur qui s'appelle Solutions e-commerce et puis un nouveau parcours dédié aux cosmétiques bio haut de gamme qui s'appelle Épure. Parallèlement à tous les stands, tout le business qui se fait sur les stands, nous avons aussi une dizaine d'espaces d'animation, de forums, avec des programmes qui sont mis en place en collaboration avec nos partenaires pour, encore une fois, décrypter les tendances, informer de l'évolution du marché, anticiper les attentes des consommateurs. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Adrien qui va se présenter, qui va pouvoir laisser les autres intervenants se présenter aussi. Et puis, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions dans le chat qui est ouvert. Bonjour à tous, je suis donc Adrien Wetzmann, je travaille à l'agence Good, qui est une agence spécialisée dans les consommations alternatives et émergentes avec 3 pôles. Un pôle études, je m'occupe, qui gère entre autres Bioanalytics, le panel du réseau de distribution spécialisé bio, et également une activité étude avec au début Cosme Bio et puis aujourd'hui des labels comme BeFriendly ou comme Safe, et enfin une activité de conseil en marketing pour les marques du réseau spécialisé bio. Voilà, je vais proposer d'abord aux intervenants de se présenter, après je vous ferai rapidement un point du bio à la fois en réseau spécialisé et sur les autres réseaux de distribution. Voilà, Claire, si vous souhaitez commencer. J'ai la chance de commencer étant l'intervenante féminine de ce panel. Écoutez, donc moi je m'appelle Claire Viano, je suis la directrice générale de la marque Melvita, qui est une marque de cosmétiques bio française qui existe maintenant depuis 40 ans bientôt. On fêtera nos 40 ans l'année prochaine. Donc voilà, je serais ravie de partager avec vous quelques éléments sur cette thématique. Merci beaucoup Claire. Sébastien, je vous propose d'y aller par la suite. Alors Sébastien, on ne vous entend pas par contre. Il faut recouper votre micro, Sébastien, s'il vous plaît. Le réenclencher. Peut-être qu'on va commencer par Blaise du coup. Blaise, je vois que votre micro est activé, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Blaise Desbordes, je suis le
le directeur de l'association Max Havelaar. Et Max Havelaar porte en France la promotion, la diffusion d'un label de commerce équitable depuis 27 ans maintenant. Parfait. Adrien, je vais vous présenter, puis on reviendra à Sébastien quand il sera reconnecté. Bien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Adrien Petit, donc je suis le directeur du cluster bio Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes l'association des transformateurs et distributeurs bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région haute de Natexpo Lyon. Et donc, nous accompagnons les entreprises dans leur développement au quotidien et sommes exposants en tant que région avec nos entreprises sur le salon Natexpo. Très bien, merci. Alors, moi, je vais vous présenter d'abord quelques chiffres du coup sur le réseau bio et sur l'alimentaire en réseau GMS. Alors, première chose, on est cette année dans une année assez chiffres à une année 2020 qui était exceptionnelle. Donc évidemment, quand on présente des chiffres qui sont en baisse, il faut les relativiser. Alors, Sébastien, je vais vous proposer de vous présenter. Oui, pardon, j'ai eu un petit problème de connexion Wi-Fi au bureau. Sébastien Loctin, enchanté. Je suis le fondateur de BioFuture. On commercialise 2 marques alimentaires, une qui s'appelle Quintessence en réseau spécialisé biologique depuis 8 ans maintenant, et plus récemment en grande distribution il y a quelques mois, une marque qu'on a lancée qui s'appelle Node. Voilà, et on est assez engagé sur les problématiques d'alimentation saine. Parfait, merci. Donc, comme j'allais vous le dire, on est actuellement sur une dynamique assez particulière du fait que l'année 2020, en particulier au premier trimestre et au dernier trimestre, a été exceptionnelle à la fois en réseau bio et en réseau GMS. En réseau bio, on à plus de 12%, et en réseau GMS, l'année totale était aux alentours de plus 10 avec un plus 17 sur les produits bio. Donc là, on parle uniquement d'alimentaire. Seconde chose, donc en 2021. En 2021, par rapport à l'année 2020, on est donc à moins 4% sur les réseaux spécialisés bio. Donc ça, c'est l'ensemble du réseau comptant alimentaire et non alimentaire, sachant que l'alimentaire est à moins 3% 2021 versus 2020. Et si jamais on reprend versus 2019, on est à plus 2,5. Seconde chose, pour comparer ça à la GMS, en GMS, nous sommes à moins 2,5% 2021 versus 2020. Alimentaire bio. Donc c'est la première année qu'il y a un recul en alimentaire bio en GMS depuis l'arrivée du bio en GMS. Donc c'est quand même un phénomène assez intéressant. Et seconde chose, on voit qu'il y a des fortes disparités en GMS entre les différents rayons. Donc on a quelques rayons qui sont en positif. C'est le cas notamment de l'hygiène et soins et cosmétiques, fait plus 1,8%, et le baby food qui est à plus 2% sur l'année 2021 versus 2020. Attention, il faut de nouveau préciser que on se situe par rapport à une année exceptionnelle qui était 2020. Seconde chose, en réseau spécialisé bio, il faut bien faire une distinction entre la partie alimentaire qui est aux alentours de moins 3%, et la partie non alimentaire qui, elle, est en moyenne à moins 12% si on prend l'ensemble du DPH et de l'équipement. Donc c'est quand même une vision un peu contrastée que je voudrais donner, c'est-à-dire que l'alimentaire s'est globalement maintenu, alors que le non-alimentaire a beaucoup plus dévissé. Voilà. Une dernière précision sur ce marché qui me semble intéressante, c'est que si on se compare en réseau spécialisé bio à l'année 2019, c'est-à-dire 2021 versus 2019, croissance du parc qui n'est pas à négliger, c'est-à-dire que sur 2 ans, on a eu une croissance du parc qui a été environ à 8,5%, c'est-à-dire que vous avez augmenté la surface de vente de 8,5%. Donc quand on donne plus 5% par exemple pour l'alimentaire sur 2 ans, c'est à remettre évidemment en perspective avec les ouvertures, c'est-à-dire que si jamais on était à part, on serait en négatif. Donc là, c'est vraiment les ouvertures qui permettent d'arriver à un résultat sur l'ensemble de cette. Et je pense que
que le développement du réseau permet de continuer à avoir de la croissance. Voilà. Un premier je souhaiterais faire suite à cette introduction, c'est celui que je vais vouloir les intervenants, vous allez voir, je vais présenter de manière un peu séquentielle un certain nombre de questions qui sont en rapport avec le thème de la discussion d'aujourd'hui. Donc, je souhaitais d'abord aborder la question du commerce équitable. Donc, au-delà du bio, on a effectivement le commerce équitable. Et première chose, première question, est-ce que le bio est un prérequis pour le commerce équitable? Seconde chose, est-ce qu'il y a d'autres signes de qualité qu'on peut associer au commerce équitable avant le bio? Et enfin, est-ce qu'on peut valoriser le système de conversion vers la bio en parallèle d'un système de labellisation sur le commerce équitable? Et je laisse la parole à Blaise Desbordes qui va donc intervenir sur ce sujet. Merci beaucoup. Peut-être juste un mot pour commencer. Le commerce équitable va bien. Dans le contexte un peu inquiétant que vous avez décrit, effectivement, on est plutôt satisfait de voir, hein, quels que soient les labels, hein, Max Havelaar ou nos confrères d'EcoCert ou d'autres labels, que ça va bien. On a des croissances à 2 chiffres depuis plusieurs années. Et je crois que ça va dans le sens de l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que finalement il n'y a pas un effet cumulatif des signes de qualité et une attente cumulative des clients, des consommateurs, des consommateurs, d'avoir plusieurs promesses sociétales sur l'environnement, comme sur la justice économique, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Du sud vers le nord, là, c'est très puissant. Aujourd'hui, le commerce équitable, c'est plus de 13 ou 15 milliards dans le monde. En France, on atteint plus d'1,5 milliard de valeur des produits vendus. Et on estime, nous, pour Max Havelaar, par exemple, on est autour de 5000 ou 5500 références produits qui sont disponibles. Donc, c'est vraiment une très, très belle dynamique. Le deuxième champ qui est beaucoup plus embryonnaire, c'est le commerce équitable au nord, je dirais, c'est-à-dire des paysans français bénéficiaires du commerce équitable, alors qu'on a été créé pour, à l'origine, pour les plus vulnérables, les paysans de ce qu'on appelait le tiers-monde, le monde en développement, qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas de capacité d'investissement, qui n'a pas de banque pour l'aider à développer son exploitation. Eh bien, aujourd'hui, ça se développe aussi, avec un paysage un peu plus contrasté aujourd'hui, parce qu'on tâtonne un peu plus. Le commerce équitable en France, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il touche d'abord le bio? Est-ce qu'il touche l'autre? Et là-dessus, notre association, notre label, hein, qui essaie d'innover, propose aujourd'hui aux entreprises partenaires de labelliser. C'est un peu une révolution, hein, pour Max Havelaar, notre ONG, qui était née vraiment au sud, propose de labelliser avec des normes aussi rigoureuses et aussi charpentées qu'au sud, les filières nord, notamment le blé et le lait. Donc, on a démarré les discussions, on a posé sur la table un cahier des charges en essayant, et c'était extrêmement intéressant sur le plan des questions que ça pose sur qu'est-ce que c'est qu'un produit de qualité, de décliner ces grands principes de sécurité pour le producteur. Un producteur vulnérable, il a besoin de sécurité économique. Est-ce qu'on sait le faire pour un paysan français? Aujourd'hui, je le dis peut-être avec un soupçon de fierté, mais je pense qu'on a un cahier des charges vraiment de qualité pour ces 2 premières filières et peut-être plus à l'avenir le blé et le lait, qui vont les sécuriser. Et ça sera, dans notre cas, régionalisé. On ne va pas vouloir appliquer le label Max Havelaar à toutes les régions, mais vraiment aux paysans qui en ont besoin, là où il y a de la déprise territoriale, là où il y a des exploitations qui ferment. Par rapport à votre première question, je dirais non, le bio n'est pas un prérequis pour le commerce équitable, parce qu'il ne parle pas du même sujet. Et on n'a pas tellement envie de choisir, en fait, entre la protection du producteur, sa sécurité vitale pour les écosystèmes dans lesquels il intervient, et même pour la souveraineté alimentaire, pour toutes les dimensions de l'agriculture, et la protection de l'environnement. Non à être obligé de faire le choix, il faut les deux. Donc, nous, on n'impose pas ça comme un prérequis, et tous les partenaires, c'est-à-dire plusieurs centaines d'entreprises en France, qui choisissent Max Havelaar ou d'autres labels équitables, elles peuvent composer, selon leur stratégie de développement durable, de RSE, leur stratégie de durabilité, ou leurs clients, elles peuvent composer l'itinéraire de durabilité qui leur convient, commencer par le bio, et ensuite aller amener de la sécurité économique, des prix garantis,
etc. Ensuite, parfois le bio peine à apporter les prix sécurisants, désormais, presque victime de son succès, je le dirais. On en a entendu parler dans le lait. À l'inverse, vous avez évidemment des gens très engagés dans le bio. La communauté du bio est historiquement engagée pour la planète et pour la société, et donc elle est extrêmement à l'écoute de tous les cahiers des charges qui apportent de l'équité dans la relation. Donc nous, on revendique plutôt le droit de choisir pour le consommateur. Vous le savez bien, pour regarder comme nous les études, et je pense que les gens qui écoutent les webinaires aussi suivent ça de près, les consommateurs, ils composent leur caddie, leur panier, avec un souci général de durabilité, et puis quand ils trouvent des produits disponibles bio, ils prennent bio équitable, ils prennent équitable seul, ils prennent aussi sans emballage, ils prennent locaux. Alors les locaux, on n'a pas beaucoup de cahiers des charges sur le local, mais ils prennent aussi. Donc voilà, plutôt une ouverture, je pense, là-dessus. Troisième point, vous disiez, est-ce qu'on peut associer des autres signes? Bien entendu. Bien entendu. Là aussi, c'est à la main, évidemment, des entreprises, des marques, de composer leur gamme et de mettre la durabilité qu'ils souhaitent dans cette gamme. Nous, en tout cas, en tant que label équitable, on est ravis d'apparaître aux côtés des autres. Qu'on apporte une dimension sur la nutrition avec le Nutri-Score, qu'on apporte bien entendu le bio. On est ravis. Je dirais 70% des références ou 80% des références de commerce équitable sont également bio. Ça montre bien qu'il y a une convergence dans l'esprit des gens, dans l'esprit des dirigeants d'entreprise. Donc, quand on fait une démarche de qualité, il y a une pluralité de possibilités. Et oui, on peut associer les signes. Après, ce que vous posez comme question, c'est aussi, est-ce que nous, on a une spécificité? Oui, on a une spécificité parce que parler de commerce équitable, c'est mettre le doigt sur quelque chose de très spécifique par rapport à ce qu'on pense être un produit, c'est-à-dire ses qualités nutritives, son impact sur la planète, son goût, etc. Là, on va faire un pas de côté et on va dire non, ce qui nous intéresse, c'est la relation commerciale. Ce n'est pas un gros mot, hein, mais c'est la relation commerciale et c'est l'enjeu de demain. C'est l'enjeu de demain parce qu'on aura les meilleurs produits, les meilleurs pour notre santé et pour la planète, que les paysans pourront peut-être s'écrouler ou des territoires disparaître ou mourir, en tout cas pour l'agriculture. Donc nous, on se voit aussi quand même comme un dénominateur, le minimum d'équité économique, je dirais, il est nécessaire partout et derrière tous les autres signes de qualité. Et quand le gouvernement ne peut pas le faire, il essaye, hein, les lois Egalim essayent de rapporter de la valeur pour le paysan, mais elles peinent à le faire. Quand la loi n'est pas capable de le faire, il faut que la société, nous on est un label associatif, un label avec des présents dans notre administration, dans notre gouvernance, toutes sortes d'acteurs, sans but lucratif, et bien, il faut que la société, à travers des labels, à travers des démarches, amène cette équité économique, puisque la loi n'y arrive pas. Merci. Une seconde question peut-être qui fera la transition avec le sujet suivant. Actuellement, on a parlé donc du commerce Nord-Nord et du développement effectivement de ce type de label-là. Est-ce qu'avec la demande grandissante de local qu'on connaît actuellement à la fois sur le marché français, mais en général sur le marché européen et en particulier sur la bio, est-ce qu'on peut penser qu'un des relais de croissance finalement des labels du type Max Havelaar, des labels de commerce équitable, passe par le développement de filières Nord-Nord et justement la valorisation auprès des consommateurs finaux de ce commerce Nord-Nord? Et comment est-ce qu'on s'y prend pour valoriser une filière Nord-Nord alors qu'actuellement en GMS, il y a énormément d'initiatives qui sont cultivées à moins de 200 km du magasin. Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle, je pense. En GMS, il y a un développement de ce type de signes. Comment est-ce qu'on fait actuellement pour continuer à développer les labels spécifiques face à justement des claims qui sont sur les produits de GMS? C'est une question fondamentale. Là aussi, je ne serais pas dans le ou, mais plutôt dans le en même temps, dans le et. Ça ne s'oppose pas, le local et le lointain. Nous, on considère qu'on fait du développement local lointain. C'est-à-dire que là où sont produits les bananes, le café, le cacao, le sucre de canne, les gens ont besoin de développement local. Ils ont le même sujet et simplement, il se trouve que leur marché, c'est beaucoup l'exportation.
Ils ne peuvent pas avoir tout leur sucre de canne qui est consommé par les Indiens ou par d'autres, par les Paraguayens. Donc, l'idée est de faire du développement local lointain. Donc, on a été assez facilement en phase avec les nouvelles aspirations en France. Premier lien, c'est qu'on parle de la même chose. Deuxième chose, on a interrogé les Français. Quand vous les écoutez, on se rend compte que nous, je dirais les professionnels, on se pose des questions qu'eux ne se posent pas. Eux, ils veulent de la cohérence dans les produits et que tous les ingrédients qui composent un yaourt à la vanille ou un yaourt à l'ananas, ils veulent que tout soit équitable. Ils se disent, mais c'est quoi votre question en fait? Si on leur demande, mais vous préférez que ce soit la banane qui soit équitable ou la mangue ou le lait? Non, c'est les deux et le sucre. Donc là-dessus, on est, je crois, fortement soutenu par la sociologie des consommateurs qui veulent les deux. Troisièmement, ça c'est plus délicat, ce que vous posez les claims. Il y a effectivement des allégations et nous, on parle un petit peu aux autorités de la direction de la concurrence, les gens qui essaient de protéger les consommateurs contre les fausses allégations. Il y a eu des lois récentes sur l'équitable, etc., qui essayent de lutter contre ça. Je pense que c'est assez délétère parce que les clients des fois de payer plus cher pour un produit bio, pour un produit équitable, etc. Si on galvaude et si on maltraite ce patrimoine commun, à nous tous, hein, tous les acteurs de toute la chaîne, eh ben, on fait du mal à l'intérêt général. Donc moi, je suis quand même pour qu'on ait une alliance, et on essaie de le faire à travers des plateformes peut-être multi-acteurs, une alliance de tous les acteurs d'une chaîne pour dire on va mettre un socle robuste, et derrière ce mot-là, il va s'agir de quelque chose de sérieux. Pas de trucs bidons, passez-moi l'expression, ou alors je fais un produit très composé avec 25 ingrédients, il y en a un qui est pris à 20 km et je mets en gros produit local alors que vous avez 2% du pondéral qui est local et le reste ne l'est pas. Il y a moyen, je pense, d'avoir un langage de vérité, de transparence envers les consommateurs, envers tous les intermédiaires, tous les opérateurs de la filière et de tous gagner à le faire. Pour le coup, je ne voudrais pas critiquer les pouvoirs publics, peut-être qu'ils nous écoutent, mais ils sont un peu en retard, je trouve, par rapport à ce qu'on pourrait faire ensemble. Là aussi, quand la loi ne peut pas, les initiatives citoyennes, les réseaux spécialisés engagés comme les réseaux bio, les entreprises engagées peuvent faire beaucoup. Elles ont juste à s'entendre sur ne pas galvauder les termes. Et la loi, il y a beaucoup de dispositifs, pourrait agréer un certain nombre de cahiers des charges comme elle le fait, mais elle pourrait être un peu plus dynamique. Je pense qu'avec Egalim, il y avait une belle aspiration. On ne va pas toujours tout pouvoir faire avec la législation, donc en avant pour un peu de modernité, je dirais, citoyenne. Merci beaucoup, ça me fait une très bonne transition. Les questions suivantes. On parlait là du Made in France en tant que tendance de fond. La première question, c'est comment pérenniser cette tendance et l'encourager? Et une seconde question, ce serait comment est-ce qu'on peut développer des filières bio locales et quel est l'intérêt de ces filières bio locales pour la production des entreprises, notamment de clusters bio, on va en parler. Et je vais avoir également une question sur comment le bio peut devenir une opportunité pour relocaliser des filières en France, pour répondre justement à ce besoin exprimé par les consommateurs d'avoir du Made in France, tout en ayant du bio. Donc là, je rejoins le point effectivement du c'est pas du ou, c'est plutôt du et qu'il faut chercher. Et je vais proposer à Adrien Petit d'intervenir sur ces questions effectivement de filières bio locales et d'opportunités qu'elles peuvent créer au niveau régional notamment. Oui, donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc effectivement, au niveau du cluster bio, donc on accompagne les entreprises dans leur développement économique et on est engagé au niveau régional pour développer des filières. À ce titre, donc nous, la région, elle est leader en transformation de produits bio et elle est en 3e position en transformateur et en producteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'un des challenges des magasins bio, mais de la distribution de produits biologiques en général,
c'est d'être en totale cohérence. Blaise en a extrêmement bien parlé, la cohérence sur le commerce équitable, mais également la cohérence sur les produits fabriqués et produits en France. Et les produits biologiques imposent cela, et on voit que les clients le demandent aussi. Nous avons fait une étude l'année dernière avec Opinionway qui plaçait clairement le bio et le local, et c'est pas une nouveauté, je pense que personne ne tombera de sa chaise, le bio et le local comme un axe fort d'engagement. Nous, ce qu'on a trouvé intéressant pour justement répondre à cette question et prendre un peu le sujet finalement à l'envers, c'est qu'en fait, comme vous le savez tous et toutes, le développement des brasseries artisanales, des brasseries biologiques a explosé en France. En Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, on a 10 millions de litres de bière brassés chaque année. Donc, c'est un marché conséquent. Ça représente 79 brasseries bio dans notre région. Et en fait, le constat de tous ces entrepreneurs, ces artisans, voire ces start-upers, c'était de se dire, OK, moi je veux faire de la bière bio, mais je voudrais arriver à relocaliser. Et relocaliser mes matières premières qui étaient importées d'Alsace, d'Allemagne, des États-Unis au niveau du houblon, de l'orge, du malt. Et en fait, on s'est rendu compte, et je pense que parmi les 230 personnes qui nous écoutent, je pense qu'on n'est pas... moi, je ne m'inclus pas dedans. En tout cas, vous ne devez pas être nombreux à avoir vu l'émergence de filières boostées par le bio. Et on peut considérer que la brasserie a réussi ce tour de force, puisqu'aujourd'hui, on a 4 malteries bio en Auvergne-Rhône-Alpes qui achètent du malt, qui le transforment et qui le livrent aux brasseries. On a 79 brasseries bio en région. Et donc, on utilise 2100 tonnes de malt. Et donc, il y a vraiment un projet qui a été mis en place, porté par une association tierce qui s'appelle l'AFARA. Et donc, tout ça, ça montre que, en fait, avant, vous aviez le système des AOC, des AOP, qui est très vertueux, avec des cahiers des charges. Et sincèrement, l'histoire nous permet d'avoir des produits de qualité, des produits fermiers ou label rouge. Et en fait, le bio, arrivé avec son cahier des charges public, a réussi aussi à relancer certaines filières. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à des entreprises pionnières telles qu'Equibio qui a rapidement aussi relocalisé des filières. Et là, on parle de plus de 20 ans, comme le Petit Trépotre bio, ou alors des AOC qui viennent aussi s'installer sur le Massif central, et des nouvelles AOC comme le Petit Trépotre bio du Velay, qui va être à terme la première AOP en épeautre 100% biologique. Donc pour dire que le bio et le local, c'est un enjeu, c'est un enjeu de consommation, c'est un enjeu de distribution, de cohérence alimentaire, et que derrière, le bio arrive à la fin à relocaliser, à faire ce travail de développement de filière pour améliorer le bilan de tous et l'économie aussi, puisque du coup, on parle d'ailleurs d'économie locale. C'est très très bien de travailler de façon très cohérente avec des producteurs dans le monde entier, mais il faut aussi se l'appliquer, vous l'avez dit Blaise, sur le commerce nord-nord et aussi en région avec les producteurs de notre région. Merci beaucoup. Une question peut-être pour Claire, pour enchaîner. Est-ce qu'il y a aussi une demande de local sur la partie hygiène et soins cosmétiques? Est-ce que ça a une importance en dehors de l'alimentaire? Tout à fait. Je pense que je me reconnais beaucoup dans ce qui a été dit, et dans la phrase, «Ce n'est pas du ou, c'est surtout du est». Donc, pour, redonner un petit peu le contexte à tout le monde, donc, Melvita, c'est une marque, de cosmétiques bio française qui est née en Ardèche, en 1983, et qui a été, pionnière en fait dans, la cosmétique bio en France et dans son engagement. Et c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans les discours qui ont été portés, jusqu'à présent, qui est qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà du bio. Je pense que c'est ce qu'on prône aussi nous au sein de Melvita. Hem, je pense qu'en particulier sur les cosmétiques, on est, très challengé, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, justement le secteur non alimentaire, en bio, a des performances aussi, plus marquées que le marché au global.
on est très challengé par un brouhaha, global dans les cosmétiques avec, du coup, bah, les marques clean, les marques green, le naturel et donc c'est vrai que pour le consommateur, c'est presque encore plus difficile de s'y retrouver, je pense qu'en alimentaire et du coup, c'est très important, pour, les marques, pionnières telles qu'on l'est sur Melvita de faire, émerger d'abord des repères et aussi de continuer à, essayer de porter justement, d'aller plus loin, de porter une amélioration continue. Et nous, on est vraiment convaincus, que, une démarche bio-durable est essentielle et maintenant la voie, la seule voie, cette voie du «et», qui va nous permettre d'émerger et de nous différencier. Et donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la certification bio, qui en cosmétique notamment est une certification, plutôt de produits, une labellisation, gagne en fait à être associée à d'autres marqueurs de soutenabilité. Et en premier lieu pour Melvita et on le voit, c'est un moteur d'achat pour 62 des consommateurs, français, c'est le local. Donc c'est, pour nous, la production de 100 de nos produits, dans nos usines, dans le sud de la France. Je pense qu'un deuxième enjeu, c'est en effet un enjeu de transparence et de traçabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu dans les cosmétiques d'être beaucoup plus clair sur, la filière de A à Z, et d'essayer de la tracer et comme le disait, Blaise au début, de faire le maximum pour avoir, des relations, les plus, constructives possibles avec nos producteurs. Nous, sur Melvita, c'est ce qu'on fait sur, nos filières clés. En fait, on travaille des approvisionnements à 3 ans. On est aussi, certifié Fairtrade sur ces filières-là. Donc je pense que ça, c'est essentiel. Et le dernier point, c'est aussi en fait d'essayer, d'œuvrer au global, pour une transition, écologique, mais aussi pour un mieux-être social, de s'engager en fait, au niveau local, au niveau, des actions qu'on peut avoir dans des mécaniques de redon. Donc, je dirais que c'est, pour moi essentiel pour, l'ensemble des marques de la bio aujourd'hui de travailler ce fameux «et», d'ajouter en fait, aux critères, plus techniques, qui assurent la santé du consommateur, évidemment, d'autres marqueurs de soutenabilité pour justement arriver à émerger. Donc ça pour moi c'est un des premiers points, essentiels qu'on partage tous, je pense autour de cette table. Une seconde chose, peut-être sur cette notion effectivement de filière. Adrien, on a discuté un petit peu d'exemples d'innovation. Est-ce que vous avez des exemples d'innovation qui sont revenus grâce à l'implantation de filières en France? Hem, alors je dirais, j'en ai pas en tête qui sont revenus. J'en ai beaucoup en tête dans mon Mhm. portefeuille de produits qui sont là en France. Donc, nous, on a une rose Mhm. bio du Vercors avec qui, on a un partenariat, de cueillette Mhm. durable, depuis, plusieurs années. Pareil sur notre bleuet, sur notre carotte. Enfin donc on travaille au maximum pour que, en effet, l'ensemble de notre production, enfin l'ensemble de notre chaîne de valeur, donc de la filière ingrédients jusqu'à la production du produit fini, soit, la on travaille notre impact en fait, d'avoir un impact positif sur toute cette chaîne de valeur et en effet, ça passe aussi par, avoir du sourcing local. Donc, je dirais en fait, j'ai pas d'exemple en tête, qui sont revenus, mais je dirais que j'en ai déjà beaucoup qui ont toujours été là pour nous, en tout cas en cosmétique. Et peut-être l'autre point que je voulais mentionner, qui est quand même très important, de rappeler, hem, dans cette petite musique que j'entends souvent en ce moment qui est: «Mais le bio n'est plus l'alpha oméga de la consommation responsable» et cetera. Bon, c'est quelque chose dans lequel je crois pas du tout, parce que je vois beaucoup de marques, de la bio en cosmétique ou même dans l'alimentaire qui sont engagées depuis le départ et avec des valeurs depuis le départ et je pense que c'est cet historique qu'il faut aussi, rappeler et l'autre point que je trouve, essentiel à rappeler, c'est l'aspect santé. C'est très, très important et notamment, moi je le vois nous dans les études. Pourquoi les consommateurs, restent au bio ou passent au bio? Première raison avant l'environnement, c'est quand même l'aspect santé et on connaît, les externalités positives, de, l'agriculture bio, ensuite de la formulation bio. Donc encore une fois, l'impact santé quand on accumule en fait toute une consommation, bio,
que ce soit bien l'hygiène, l'alimentaire, la cosmétique au global, il est très positif pour la santé. Et je pense que c'est aussi, on parlait comment dire, de claim avant, enfin d'allégations, pardon. Et je pense que ça, c'est très important. C'est aussi de recentrer sur ces éléments de santé, cette valeur ajoutée-là, surtout dans un univers post-Covid, qui nous permettra aussi de nous différencier davantage de marques naturelles, clean, locales, qui surfent un peu sur certaines tendances sans avoir toujours le fond. Alors, je vais venir compléter un petit peu. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, je vous soutiens dans cette vision un petit peu des pionniers, puisqu'aujourd'hui, en GMS, si le marché dévisse un peu, on voit que les pure players historiques du bio s'en sortent le mieux par justement un fort ancrage de valeur, et que voilà, les entreprises qui sont arrivées plus récemment avec des produits un petit peu MeToo, du bio versus le conventionnel, avec des marques totem, ben, elles ne trouvent pas nécessairement forcément le bon équilibre sur le mix marketing finalement en rayon. Et le deuxième point, c'était par rapport aux innovations et les questions filières. Donc je trouve que en fait, les filières bio viennent suivre effectivement l'innovation, et notamment, moi je vois beaucoup d'enjeux et d'engagement d'entreprises à relocaliser ou à travailler sur les filières autour des protéines végétales, et nous on accompagne également des projets. Voilà, tout cet engouement par rapport au flexitarisme, au végétal, sur les pois chiches, les légumineuses en général. Tout à l'heure, j'ai cité voilà, les lentilles. Il y a vraiment des entreprises qui s'engagent à être en accompagnement des producteurs pour développer des filières. Donc oui, le bio est vecteur de développement de filières. Et de toute façon, comme on dit très régulièrement et avec beaucoup de simplicité, de toute façon, sans agriculteurs, il n'y aura pas de produits bio. Sans agriculteurs bio, il n'y aura pas de produits bio. Donc, il faut accompagner. Et cette cohérence du local est pleine et entière. Voilà, donc sur tout le volet des protéines végétales, pour simplifier, il y a beaucoup d'innovations derrière pour les entreprises. Rebondir, Adrien, si vous permettez, je vois les questions dans le chat très vite. Une personne demande, est-ce que c'est une politique européenne au-delà de la France? Oui, l'équitable se développe, se propose aussi en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, il y a des velléités, mais c'est vrai que les agricultures, je dirais à terroir, les agricultures de qualité comme la France, l'Italie, par exemple, ont vraiment un appétit particulier pour l'équitable au nord. Autre question, oui, effectivement, la combinaison bio-équitable peut relancer un certain nombre de filières et peut relancer une dynamique. Et d'ailleurs, ça se fait largement, on le voit dans les rayons des réseaux spécialisés, etc., apparaissent de plus en plus ces claims. Pourquoi? Parce que finalement, les consommateurs, on voit bien, encore une fois, qu'ils ont cette approche holistique. Eux, ils veulent un produit qui fait du bien partout. Ils ne voient pas pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on ne le fabrique pas. À eux, à leur bébé, à leur environnement, à leurs poubelles sans plastique, etc., etc. Donc, quelque part, le job, il est du côté des professionnels, offrir des produits qui cumulent et oui, ça peut le redynamiser parce qu'en fait, il commence à avoir la petite musique de se dire le bio ne suffit pas. Si ça se trouve derrière, il y a quand même des travailleurs salariés. Et nous, on a eu des alertes, notamment dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne, très vigoureuses. Des gens qui sont venus nous dire est-ce que vous pouvez protéger les salariés là-bas? Ils fabriquent du bio, mais ça se passe mal. Ils ne sont pas protégés sur le plan des droits sociaux, etc., etc. Donc oui, il y a ça. Et le dernier point, il y a une question sur la baguette à 28 centimes, etc. Là, je crois qu'on sera tous d'accord autour de la table, mais la pire chose, c'est la guerre des prix. Et la guerre des prix, pas au sens saine, au sens délétère, au sens je fais du dumping social, je fais du dumping environnemental sans trop le dire, et du coup, je me positionne en dessous des autres. Nous, on a beaucoup ça dans l'équitable. Vous lancez un beau produit équitable et tout là, vous achetez à un prix correct, etc. Et tout d'un coup arrivent des promotions monstres avec des prix galvaudés parce que le prix du marché mondial du cacao, du sucre, du café a chuté et les palettes de promotion arrivent et détruisent votre nouveau produit. Donc, je crois que là, il faut qu'on fasse une alliance collective et pédagogique pour empêcher cette espèce de guerre des centimes. Dernier exemple là-dessus, il y a une très belle percée quand même dans les réseaux spécialisés, comme dans tous les magasins français, de la banane bio-équitable. Et on a quelque part une sorte de produit là, qui s'installe avec 12%, 13% de part de marché global France, 85 000 tonnes, c'est gigantesque. Et il ne faudrait pas que la guerre des prix dans la banane, qui est en train de s'amorcer, détruise ce genre de belles avancées qu'au contraire, on doit protéger.
Très intéressant, merci beaucoup Blaise. Ça me fait une transition, cette notion de le consommateur veut tout, une très belle transition vers la suite. Le consommateur veut tout, y compris du plaisir, et donc du plaisir à la dégustation, des produits gourmands. C'est quelque chose qu'on a vu arriver en réseau spécialisé bio ces dernières années, avec notamment des produits que Sébastien connaît bien puisqu'il en est à l'origine. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, c'est-à-dire la progression de l'offre. Comment est-ce qu'on fait pour aller vers une offre qui séduise non pas uniquement le cœur de clientèle du réseau bio, mais aussi des consommateurs qui se rendent en GMS, puisque c'est une réalité, il y a pas mal de les circuits, et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre aux attentes de ces consommateurs-là, en particulier sur des produits que j'appellerais des produits de plaisir ou d'indulgence, qui sont des produits qui sont des must en GMS et qu'on commence à retrouver en réseau spécialisé bio. Je vais laisser la parole à Sébastien sur ce sujet. Si on ne vous entend pas, il faut remettre le micro. Toujours pas, il faut que vous mettiez le micro rouge qui se trouve sur votre vignette. Non, pas encore. Hop. Hop. Alors, les autres... Est-ce que là, vous m'entendez? C'est bon. Ouais, c'est parfait. Ok, pardon, hein, j'ai un petit problème de connexion. Alors, bonjour à ceux qui sont arrivés. Merci Adrien pour la question. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur, et je pense que ça fait partie des indicateurs prioritaires qu'on voit dans les études, on parlait de la santé, je pense qu'on y reviendra après, probablement, Adrien, sur le sujet de la santé, mais une des attentes numéro 1 du consommateur quand il mange, c'est de se faire plaisir. Et c'est vrai qu'on a historiquement une image associée au bio qui pouvait être un petit peu austère. Et je pense qu'il est fondamental aujourd'hui, pour 2 raisons, que l'on remette cette notion de la gourmandise et du plaisir au centre de la réflexion, de la conception de nos produits. D'une part parce que on voit que les consommateurs mixent et changent très régulièrement de circuit. Donc quand un consommateur arrive en magasin bio, c'est une expérience qui est très nouvelle pour lui, qui est souvent un peu déstabilisante parce que il redécouvre des marques, il découvre des marques qu'il ne connaît absolument pas, il découvre également parfois des offres produits auxquelles il n'est pas nécessairement familier. Et donc, il est important qu'il ait quelques repères en termes d'offres qu'il avait l'habitude de trouver dans son circuit, que ses enfants peuvent lui réclamer. On pense effectivement aux sauces, notamment, et qu'il trouve une alternative qui soit une alternative mieux disante que ce qu'il trouvait en circuit de grande distribution. Et donc, effectivement, cette notion du plaisir, elle est très importante. Il faut qu'au niveau de la bio, on se pose la question de comment on rééduque, on montre aux consommateurs qu'on peut se faire plaisir tout en prenant soin des écosystèmes, tout en étant vigilant sur notre santé, et parfois même en refaisant un peu de pédagogie sur ce qui est le véritable goût des aliments. Je prends un exemple très concret. C'est vrai que quand on a l'habitude, et nous on le voit sur nos développements de sauce, quand on travaille avec des additifs, des arômes ou des texturants, l'expérience consommateur est très éphémère. C'est-à-dire que voilà, moi je me rappelle enfant, j'avais redécouvert la véritable glace à la vanille, mais à la vanille de Madagascar et non pas aux arômes. Voilà, c'est vrai que la première fois on se dit qu'est-ce que c'est, et puis finalement quand on se reconnecte et qu'on prend le temps vraiment de redécouvrir ce qu'est la vanille, on ne revient plus à de la vanille aromatisée, parce que l'expérience plaisir au niveau des sens ne met pas du tout nos sens en éveil de la même manière, ne procure pas la même sensation, c'est très éphémère, et donc du coup, évidemment qu'on franchit un cap qui fait que derrière, on ne revient pas en arrière. Donc moi, j'invite vraiment au niveau de nous, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement vigilant, de garantir aux consommateurs. Voilà, là, on a lancé un aioli. Dans notre aioli, en conventionnel, généralement, il y a 2 à 3% d'ail. Là, on est à 12% d'ail pour compenser évidemment la présence d'arômes. Donc, on est sur un aioli qui doit permettre aux consommateurs de redécouvrir le vrai goût de l'aioli, le vrai goût de l'ail, de la persistance du goût. Alors, ça n'a pas le même prix. Ça pose la question évidemment de la valorisation de l'offre. Comment est-ce qu'on arrive à valoriser cette qualité-là ?
C'est compliqué, on en parlera également sur les critères santé. C'est compliqué parce que d'un côté, un consommateur qui achète un aioli et qui a l'illusion de manger de l'ail versus un consommateur qui achète un aioli 15% plus cher mais qui mange vraiment de l'ail, à un moment, il faut qu'il comprenne ce qu'il mange. Et je rejoins complètement Claire là-dessus. Je pense que ce qui est vécu en cosmétique est vécu également en alimentaire. On a un consommateur aujourd'hui qui est perdu. On a malheureusement, on le voit d'ailleurs sur les marques nationales, en GMS, qui retrouvent la confiance des consommateurs. Mais elle retrouve cette confiance des consommateurs à coup de labels quasiment autoproclamés, à coup d'allégations autoproclamées. Et c'est très compliqué pour le bio de se positionner en termes de comparatif parce que on a face au bio ou face effectivement à certains critères qualité avérés, on a beaucoup de belles histoires ou beaucoup d'opacité qui fait que le consommateur, aujourd'hui, quand il est devant un rayon entre un logo bio, un zéro résidu de pesticides, un sans résidu de pesticides, un agriculture durable, un agriculture raisonnée, un nouvelle agriculture, etc., etc., etc. De quoi on parle? Un HVE, voilà, haute valeur environnementale, qui est quasiment inconventionnel. De quoi on parle réellement en termes de process, en termes d'impact environnemental. Et c'est très compliqué pour le consommateur de s'y retrouver. Alors moi, j'ai une anecdote qui me fait toujours marrer. J'ai envoyé ma fille faire des courses et ma fille qui a 18 ans, elle est plutôt vigilante. Elle a acheté des sucrines. Évidemment, elle est vigilante à acheter des sucrines de qualité parce qu'elle sait que le père veille. Et elle me ramène des sucrines avec écrit production 100% propre. Je me suis dit, elle était fière, elle était contente. Elle s'était dit, elle avait fait le job. Production 100% propre. Bon, évidemment, importées d'Espagne, alors elles étaient propres, ça, il n'y a pas de problème. 15 jours après, dans mon frigo, elles étaient toujours propres. Elles n'avaient pas bougé. Et je pense qu'effectivement, il y a un moment, le consommateur, il veut bien faire, il croit bien faire, mais il y a une problématique de régulation de l'information, il y a une problématique d'harmonisation de l'information qui fait qu'à partir du moment où on fait des choix qui sont le bio, le plaisir, la santé, c'est très compliqué de les valoriser aujourd'hui. Parce qu'en face, on a une information qui est complètement dérégulée. Donc, le plaisir, oui, mais il faut effectivement, je pense, réussir à le véhiculer. Et c'est dommage que ce soit ceux qui font des choses bien qui soient obligés systématiquement de le justifier. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail de pédagogie à faire sur la qualité des produits et probablement un travail de transparence à réclamer auprès des pouvoirs publics pour arriver à des règles un peu plus harmonisées. D'accord. Les autres, justement, sur cette notion de plaisir et peut-être de perception d'austérité dans le réseau bio, quel que soit le type de produit, est-ce que c'est un ressenti que vous avez eu? Je pense en particulier à Claire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le réseau bio ou dans le fait de faire bio qui donne une image d'austérité? Alors dans les cosmétiques, je pense que ça a pu être un frein par le passé. C'est-à-dire il y a 10 ans, c'était quand même pas ce que c'était en termes de sensorialité et d'efficacité et donc il y a encore des consommatrices qui avaient testé un produit il y a longtemps, qui peuvent avoir ce frein-là. Bon, je pense que enfin aujourd'hui, c'est plus un sujet. C'est-à-dire que, on sait faire des cosmétiques, bio qui sont tout aussi efficaces et tout aussi sensoriels que le conventionnel. Et enfin, nous, par exemple, sur Melvita, on teste toujours en aveugle par rapport à des concurrents du conventionnel et si on n'est pas, égal, voire mieux en termes de sensorialité ou d'efficacité, on ne lance pas. Donc je pense que techniquement, c'est plus un sujet. Je pense qu'après, pour le rayon cosmétique en magasin spécialisé, il y a encore beaucoup de travail, évidemment. Quand je vois que, il y a encore, des vitrines dans certains magasins dès qu'on dépasse un certain prix et cetera, c'est l'opposé, en fait, de l'attente consommateur qui veut prendre les produits, les sentir, les regarder et cetera. Donc, en effet, il y a peut-être un accompagnement dans l'expérience du magasin, à faire. Bon, maintenant, c'est vrai que le rayon, en tout cas en particulier cosmétique, c'est pas, la plus grande priorité parce que c'est pas une grosse part de chiffre d'affaires, pour l'instant, chez les bio. Mais en effet, je pense que, retrouver, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que disait Sébastien. Ce qu'on voit, c'est une très grosse mixité en termes de canal. Que ce soit sur le digital, sur, des ventes, qui sont parties, sur du vrac, des ventes qui sont parties aussi au niveau de la pharmacie. Donc on a clairement un consommateur qui est très pluriel dans sa consommation et donc ça va forcément devoir demander aux magasins bio de monter le standard pour qu'en effet derrière, quand il arrive en magasin bio, le consommateur ou la consommatrice, pour ce qui me concerne très souvent, retrouve un peu, je suis complètement d'accord, ses repères, et sa façon de consommer. Donc, ça, c'est évident qu'il y a un travail d'accompagnement à faire, dans la communication,
dans la pédagogie et dans la mise en valeur, en fait, de tout ce qu'apportent, ces marques par rapport à d'autres? Merci. On a pas mal parlé de santé ces dernières minutes, notamment du fait que ce soit le premier critère chez les consommateurs de bio. C'est la première raison de consommer du bio. Est-ce que à ce sujet-là, comme on parlait effectivement d'un prérequis et de ce qu'on pouvait mettre au-dessus, est-ce que vous voyez des moyens de développer la confiance justement dans les produits bio, sachant que actuellement on a vraiment une défiance des consommateurs parce qu'il y a eu des scandales au niveau de la production, parce qu'il y a aussi pas mal de consommateurs qui remettent en cause parce qu'ils ne le connaissent pas le cahier des charges, c'est-à-dire que ça m'arrive assez souvent dans le cadre professionnel que j'anime des groupes de consommateurs sur le sujet du bio, et souvent ce qui m'est dit, c'est oui, finalement, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, donc la différence entre un zéro résidu de pesticides et un produit bio, je ne la vois pas, pour moi, pour ma santé, c'est tout aussi bon, par exemple. Ou alors, je vais entendre des choses. Si jamais c'est pas du bio français, ça veut dire que c'est pas les mêmes critères, donc j'ai pas confiance parce que le bio espagnol, pour moi, c'est aussi mauvais pour la santé que du conventionnel. Je vous cite l'exemple espagnol parce que c'est celui qui revient systématiquement, mais bien sûr, il y a un problème de défiance parce qu'il y a une méconnaissance aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire en réseau bio, à la fois pour expliquer finalement cette différence du bio face aux autres signes de qualité et aussi valoriser quelque part la démarche? Je crois que c'est déjà fait ce que vous dites, hein. Les réseaux bio et les professionnels des réseaux bio sont sans doute les meilleurs ambassadeurs, pédagogues de toutes les démarches dont on parle, que ce soit le bio, l'équitable, la nutrition. Et c'est une grande partie de leur valeur ajoutée, c'est qu'on y trouve du conseil, on y trouve des professionnels et non pas des gens voilà, qui ne peuvent pas vous aider, quoi. Donc la question, c'est que cette mission de pédagogie, elle n'est pas financée. Et du coup, ils ont des coûts de présence humaine, de conseil, et ils sont mis en concurrence, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les yeux du consommateur avec d'autres endroits où ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait inventer une mission de service public, des observatoires. Nous, on a essayé, je vous enverrai le lien, de créer une photographie annuelle de toute la conso responsable, le baromètre de la transition alimentaire. Ça aide à conscientiser un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de grand public qui va voir ce genre de choses. La deuxième piste, c'est sur les paquets. Mais là aussi, les industriels, les fabricants, les marques, elles ne peuvent pas tout mettre sur le paquet. Il y en a qui essayent de faire de la pédagogie, de faire des bulles explicatives qui font qu'en quelques secondes, votre fille, Sébastien ou qui que ce soit va avoir des infos. Et enfin, mon troisième point, c'est que le problème, c'est que vous manquez d'espace sur les paquets, vous manquez d'espace dans les magasins, c'est des missions qui ne sont pas financées, c'est des missions d'intérêt général. Donc on en revient à l'éducation au développement durable, à l'éducation à la nutrition, aux ateliers pour lesquels les moyens sont absolument ridicules dans notre pays, eu égard aux enjeux d'impact sur nos campagnes, d'impact sur la santé globale des gens, de coûts pour la sécurité sociale. C'est un vieux sujet de débat politique, mais c'est inadmissible qu'aujourd'hui, on ne priorise pas la prévention et l'éducation à la bonne nutrition versus le curatif en aval, quoi. Je vais montrer le verre un petit peu plus plein que celui que présente Blaise par rapport au pouvoir public et aux enjeux par rapport au bio. Déjà parce qu'il y a des organisations nationales, le cahier des charges bio est public, on a l'agence bio qui fait un travail remarquable d'observatoire et de baromètre, on a le syndicat, le SINA-Bio, qui travaille avec le SINADIS, et on a aussi la Maison de la Bio qui s'est structurée pour justement faire un petit peu ce travail de lobbying, et peut-être qu'effectivement, reprendre un petit peu notre feuille de route et de communication collective. C'est vrai qu'on a eu tendance à empiler les briques par-dessus le bio parce qu'il faut aller vers le course au plus, et on voit que le consommateur, le client, il en est conscient. Néanmoins, dans un espace de plus en plus concurrencé ou dilué, il est nécessaire à ce moment-là de reprendre un petit peu ses fondements et réexpliquer les bases du bio. Et en fait, pourquoi finalement, tout simplement, on prend du bio et quelle est la différence du bio par rapport aux ZRP, par rapport au HVE, et remettre un petit peu, pour ainsi dire, l'église au milieu du village. Et ça, c'est important. Et
la sphère un petit peu économique du bio va s'y atteler dans les mois à venir. Je ne pense pas déployer une fois de plus un grand secret. Et si tout le monde parle de la santé, de l'enjeu des pesticides, de l'enjeu pour les sols par rapport au bio, le client, consommateur, percevra mieux tout ça. Enfin, le deuxième point par rapport au réseau bio et à l'enjeu, je pense qu'à un moment, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Un réseau bio qui a explosé ces dernières années sur l'ensemble du territoire, toutes enseignes confondues, avec tous les mouvements qu'il y a eu. Malheureusement, je pense qu'il y a un constat quand même de progression à faire, pour ne pas dire un constat d'échec, sur la formation de certains salariés. Des études qui montraient encore récemment que 40% des salariés des magasins bio n'étaient pas en capacité d'expliquer concrètement ce qu'est un produit biologique. Donc l'enjeu de formation, il est net, il est clair, et à un moment, si on veut que le réseau s'en sorte aussi, eh bien, il faut aussi derrière être à la hauteur de ces enjeux de spécialistes. Excusez-moi, sans vouloir être trop véhément, mais voilà, il y a des enjeux de recrutement, des enjeux de ressources humaines dans ces réseaux-là, et à un moment, il faut être à la hauteur de la promesse du client, et donc des enjeux de formation. Sébastien, sur cette notion effectivement de santé, je sais que vous poussez pas mal la notion de diététique. Est-ce que quelque part la différence de la bio, et en particulier dans le réseau bio, passe aussi par une alternative saine et qui va au bout de la démarche d'un produit qui est bon pour la santé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste l'absence de pesticides, mais il y a aussi une formulation des produits pour prévenir les problèmes d'obésité, pour aller un peu plus loin que juste effectivement cette présence de pesticides. Alors, est-ce que le bio doit être diététique? Alors, ce qui est clair, et Claire l'a dit, hein, la santé, je crois que ça fait partie des critères prioritaires d'achat. Le consommateur, il pense d'abord à lui avant de penser à la planète et à ce qui va arriver dans 20 ans ou dans 15 ans. Il est assez pragmatique et il se dit finalement qu'est-ce qui m'impacte tout de suite. On le voit avec le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les grands vœux pré-Covid, pré-confinement, le monde d'après, on est en train de faire un pas en arrière colossal. C'est-à-dire que sous la communication liée au pouvoir d'achat, et je rappelle qu'on parle quand même, oui, peut-être d'une hausse alimentaire de 3%, mais que l'alimentaire, c'est 13% du budget des ménages, donc on parle d'un impact sur le budget des ménages de 0,45%. Voilà, donc il faut à un moment remettre en perspective les choses. On parle de quelque chose qui est vital et qui a impact, qui s'appelle manger, d'une inflation sur le budget global des ménages de 0,45%. À côté de ça, quand vous faites un plein à la pompe, vous avez déjà cramé la hausse que vous prenez sur l'alimentaire en un plein. Donc je pense qu'il faut aussi être raisonnable. Je repense au prix, à ce que disait Blaise sur la baguette à 29 centimes. Quand on a une baguette à 29 centimes, de quoi on parle? Moi, j'ai regardé la composition de cette baguette. Il y a une douzaine d'ingrédients ultra transformés, d'additifs. On n'est plus dans de la boulangerie, on n'est plus dans de la baguette. À un moment, voilà, je pense que le consommateur, il doit comprendre aussi ce qui est en face d'un prix. Et donc, pour ce qui est de la santé, moi, je ne pense pas que la bio doit être diététique. Je pense que diététique, ça renvoie à des choses pas très fun, un peu fonctionnelles. L'alimentation n'a pas pour vocation d'être uniquement fonctionnelle. Elle a pour vocation de nourrir, au sens nutrir. Donc, je pense que le bio doit être effectivement sain, en tout cas plus sain, et il l'est déjà, hein. Claire le disait. Globalement, l'étude Nutrinet Santé l'a démontré, les consommateurs bio sont en meilleure santé que les consommateurs non bio. Donc, il y a effectivement nécessairement aussi par la diminution des aliments ultra transformés, par la réduction des additifs, par des process différents, par la baisse des pesticides, des cocktails phyto, on a nécessairement déjà une alimentation de base qui est bien mieux disante qu'on peut trouver en non bio. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut aller plus loin pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les attentes conso sont là, et surtout en période de Covid, et que je pense qu'on est en train de relier la notion alimentation-santé. Donc, je pense qu'il faut que le bio soit au rendez-vous d'une alimentation qui est plus saine et plus équilibrée. Parce que aussi, c'est cohérent. C'est-à-dire, quand on fait le choix du bio, on fait aussi un choix de modèle de société. Et dans ce choix de modèle de société, il y a effectivement une notion un peu de bien commun. Et le bien commun, c'est aussi prendre soin de la santé des gens. Donc, il faut effectivement être vigilant sur la composition de nos produits. Et puis enfin, il ne faut pas oublier, et ça ne concerne pas que le bio, hein, mais on se pose la question sur l'alimentation. La mission numéro 1 des marques, c'est quand même de nourrir les gens. Enfin, faut à un moment remettre notre mission au cœur du sujet, bio ou pas bio. Notre mission en tant que marque, c'est de nourrir les gens.
l'alimentation dite moderne est la première cause de mortalité au monde. Comment on peut accepter que se nourrir soit dangereux? Comment on peut accepter de creuser notre tombe avec nos dents? Je pense qu'à un moment, il y a eu une dérive. Et donc, il faut quand même que les marques remettent un petit peu au cœur du modèle, non pas le badling du PNL, mais la mission qui est déjà de nourrir les gens. Et d'en nourrir, il y a nutrir. Donc, ça veut dire effectivement être vigilant en prenant en compte dans les compositions la liste de composition la plus courte possible, la limitation des ingrédients ultra transformés, la limitation des additifs, le choix du bio. Donc, je pense que c'est une approche un peu plus systémique de l'alimentation pour avoir effectivement des bénéfices santé en bout de chaîne. Et je pense que c'est d'autant plus important de prendre en compte la santé que c'est une tendance qu'ont embrassé les marques distributeurs. Quand on voit Biocoop, Biocoop est très précurseur sur les compositions. C'est une marque distributeur qui va de l'avant, parfois plus rapidement que beaucoup de marques nationales, mais c'est vrai aussi en grande distribution. Quand vous regardez le travail assez remarquable qui a été fait par des enseignes sur leurs marques distributeurs comme Franprix, ou comme Super U, comme U, l'enseigne U, voilà, qui a vraiment, moi je prends un exemple, c'est rien, j'achète quand je suis en commerce U, j'achète les œufs bio de chez U, parce qu'en plus ils sont bleu blanc cœur, donc ils sont bio, ils sont français, ils sont bleu blanc cœur. Bon, j'ai envie de dire qu'on boucle la boucle. On a effectivement un œuf de qualité en filière bleu blanc cœur et bio. Le job est fait. Et je pense qu'effectivement, il y a un moment, les marques doivent être conscientes que c'est une tendance et que je ne sais pas s'il est bon de laisser les marques distributeurs s'emparer de ce sujet finalement de l'alimentation saine avec le bio. Je pense qu'il faut qu'on soit au rendez-vous et on est déjà mieux disant et je pense qu'il faut garder un petit peu cette avance. Alors après, on en revient toujours à cette problématique de valorisation de la qualité nutritionnelle. On connaît effectivement les limites du Nutri-Score. Nous, on plaide, j'écoutais ce que disait tout le monde. Il faut qu'on explique, et je suis d'accord, je sais qu'Adrien, il y a des choses qui vont émerger de la maison de la bio et des différentes interprofessions pour défendre et expliquer ce qu'est la bio. Mais il faut avoir conscience qu'en face de nous, il y a des groupes, des multinationales en termes de budget de com qui n'ont pas 2, 3, 4 millions, qui ont 30, 40 millions chacune pour raconter des belles histoires. Donc, avant que le consommateur, même moi, qui suis dans la bio depuis 12 ans, j'ai parfois du mal à tout comprendre du label, et je me fais parfois encore piéger, je me dis c'est super effectivement de se battre pour expliquer la force du bio, mais je pense qu'à un moment, pour remettre l'église au cœur du village, il faut se poser la question de est-ce que c'est uniquement à celui, par exemple, qui ne met pas de nitrite dans son jambon de le dire, ou est-ce que c'est aussi à celui qui en met de le dire? Et je pense qu'à un moment, il y a une équité d'information qui doit être faite. Qu'est-ce qui est légitime? Est-ce que je dois écrire sur mon produit que je n'utilise pas de pesticides, ou est-ce que je dois écrire sur mon produit que j'ai fait le choix d'une agriculture qui utilise des pesticides? Moi, en tant que papa, je préfère savoir ce qu'il y a dans le produit que j'achète plutôt que ce qu'il n'y a pas. Et si vous mettez sur les produits tout ce qui ne paye pas le prix juste au producteur, dis donc, il y a du boulot. Alors après, il faut voir où on pousse le curseur. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment, on a une tendance au niveau des marques. Et je me rappelle des initiatives de Nestlé qui disaient, voilà, il faut faire de l'éducation alimentaire dans les écoles. Moi, je suis tout à fait pour l'éducation alimentaire dans les écoles. Mais dans ce cas-là, on aura des générations formées dans 20 ans et ce sera trop tard. Et on remet la responsabilité de l'éducation sur les professeurs. Ou alors on dit c'est les parents qui doivent être plus vigilants et utiliser leur smartphone, aller sur Internet pour trouver les infos. Donc en fait, on remet la responsabilité de la pédagogie sur les parents. Mais à quel moment on se dit en tant que marque, c'est peut-être à nous de commencer à donner la juste info pour faire de la pédagogie consommateur, pour que le consommateur comprenne ce qu'il mange. Et que ce soit pour une baguette à 29 centimes, que ce soit pour un ketchup Heinz, moi, j'ai envie de savoir d'où vient le concentré de tomate, où il est conditionné, qu'est-ce qu'il cache comme additif et quelle est la valeur nutritionnelle. C'est pas compliqué et je pense que l'éducation consommateur, elle commence d'abord par la marque et par la marque on-pack. Alors évidemment, il faut réfléchir à un affichage harmonisé qui soit simple, compréhensible, mais qui soit commun à tout le monde. Parce que le meilleur moyen de valoriser la bio, c'est vraiment de le mettre en comparatif en termes d'impact et sur des critères qui sont des critères justes et harmonisés. Sinon, c'est quasiment, j'ai envie de dire, extrêmement injuste et inéquitable pour la bio. Donc voilà, pour vous répondre, Adrien, en 2 mots, je pense que le bio doit rester mieux disant et continuer à être extrêmement vigilant pour ne pas se faire déborder par les concurrents ou les MDD sur la dimension santé, en tout cas clean des recettes. Mais qu'il ne faut pas basculer pour autant dans une approche un peu diététique qui, à mon avis, serait beaucoup trop fonctionnelle et voire un peu austère. Il y a un ambassadeur, si vous permettez de rebondir, Sébastien, qui nous ferait du bien à tous et à toutes, je pense. C'est un ambassadeur produit. C'est-à-dire, si on arrivait
gamme par gamme, catégorie par catégorie, à faire émerger des produits qui cochent toutes les cases, à prix maîtrisé. Dans le chat, il y a plusieurs questions là-dessus, parce que c'est vrai que notre meilleur ennemi, je dirais, c'est malheureusement le fait que la marge est peut-être parfois plus élevée sur… Voilà, nous, on plaide beaucoup pour ça. On essaie, parmi nos partenaires, à chaque fois d'avoir quelques produits positionnés en entrée de gamme, accessibles, avec un effort sur la marge. Et si collectivement, on se disait des produits… Là, on aurait l'ambassadeur de rêve pour conquérir le cœur des consommateurs. Mais ce n'est pas simple et ça oblige à travailler parfois entre concurrents. Et donc, qui le premier proposera ce produit-là, on ne sait pas. Peut-être juste pour rebondir sur ces éléments-là, sur l'aspect, je pense, santé, c'est clairement un point qui ressort très fortement au niveau des cosmétiques également, sachant que dans les cosmétiques, l'enjeu, c'est surtout le sujet des perturbateurs endocriniens, qui est quand même un des mal assez fort, un des mots importants de ce siècle. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec Sébastien sur le fait qu'il faut que les marques en fait communiquent et soient plus transparentes. Donc, sur les cosmétiques, il y a un vrai sujet d'explication de la liste des ingrédients. Donc, on le fait de plus en plus. Alors, on n'a franchement pas toujours la place on-pack, pour être honnête, vu tout ce qu'on doit mettre comme mention quand on est bio. Mais en tout cas, on le fait sur le site internet et on explique d'autant plus, en fait, voilà, à quoi correspond chaque produit. Et ce qui, d'ailleurs, nous amène nous-mêmes à nous redire, OK, alors dans cette formule-là, est-ce que tel ingrédient, je ne suis pas obligé de l'enlever, etc. Donc, il y a vraiment une vraie démarche d'amélioration continue là-dessus. Ça doit être fait aussi au niveau du label, parce que je pense que en fait, donc, le label référent en France, c'est Cosme Bio, duquel je fais partie. Et c'est vrai que il faut clarifier ce qu'apporte le label de façon plus concrète, avec une liste d'ingrédients en fait proscrits, qui en plus évolue chaque année. Enfin, je rappelle quand même à tous, dans les cosmétiques, que le label est très contraignant. On reformule en moyenne 20% de nos produits chaque année, puisque chaque année, il y a des ingrédients qu'on ne peut plus utiliser pour être justement dans cette démarche du mieux. Donc, je pense que c'est essentiel, en effet, pour nous d'être plus transparents. Et à l'avenir, de toute façon, tout ce qui se passe va nous l'imposer. Et après, je pense aussi, pour compléter le point de Sébastien, qu'en effet, quoi qu'on fasse en termes d'initiative au niveau de Cosme Bio, au niveau de la maison de la bio, ça ne changera rien par rapport au million de L'Oréal, qui est quand même le 3e investisseur en termes de médias dans le monde, après l'auto et les assurances, je crois, ou la banque. Donc, il y a quand même, pour moi, un enjeu et pour lequel il faut qu'on fasse tous, je pense, un certain plaidoyer au niveau de la régulation. Et je suis complètement d'accord qu'à un moment, il y a un plaidoyer à faire même au niveau européen pour redéfinir ce que c'est que justement une entreprise peut-être à impact positif au niveau de la santé, au niveau de l'écologie, que ces critères soient très clairs et qu'ils soient davantage réglementés. Et ça, il y a un vrai travail de lobbying à faire qui prendra du temps, je pense. Mais c'est un enjeu très clair pour nous. Parce que je pense qu'en effet, face aux millions des grandes multinationales, tant que ce n'est pas réglementé, ça sera encore assez compliqué de faire sortir la valeur ajoutée de nos marques. Et Claire, c'est dommage que vous soyez en cosmétique et pas en alimentaire. On vous aurait invité à rejoindre le collectif En Vérité, qui est justement un collectif de marques qui vise à faire de l'influence positive auprès du régulateur. Écoutez, avec plaisir. Nous, on a rejoint Impact France là-dessus en août, justement. D'accord. Peut-être que vous allez découvrir, peut-être que vous allez finir par l'ouvrir aux marques cosmétiques, Sébastien. C'est peut-être possible aussi. C'est un combat qu'on connaît moins, mais on a déjà tellement de marques là qui cherchent à rejoindre le collectif que je suis un peu débordé. Je crois que j'ai oublié que j'étais aussi chef d'entreprise par ailleurs. Et puis on compte aussi onboarder les marques distributeurs, qui sont aussi des metteurs en marché avec des produits et donc qui sont aussi au cœur du game. Mais juste pour rebondir sur Claire, sur la notion de le on-pack, effectivement, il y a un moment, tout le monde se pose cette question de les packs sont limités et l'information est abondante. Comment on fait rentrer un carré dans un rond? En fait, il y a ce qui fait qu'on a à un moment une limitation sur les packs, c'est que quand on fait quelque chose de positif, on est obligé de le justifier. Donc, on va chercher à le justifier on-pack. Donc, non seulement il faut se coller un label, mais en plus, par contre, parfois, il faut raconter une histoire. Et là, effectivement, ça devient lourd sur les packaging. Nous, on le voit sur notre ketchup. C'est lourd et injuste parce qu'on précise le pourcentage d'ingrédients cultivés en France, donc 90% sur notre ketchup. Qu'est-ce que fait le consommateur quand on se justifie? Ça le rend sceptique. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'où viennent les 10% qui restent.
Mais qui demande à Heinz d'où vient son concentré? Personne. Donc, ce qui est pernicieux, c'est que quand on revendique une origine France, on va au bout de l'exercice de la transparence et on se retrouve à soulever des questions de suspicion sur les pourcentages qui restent, sur le sucre de canne ou autres, qui ne sont pas français. Donc, le PAC, à un moment, il faut effectivement cleaner l'ensemble des allégations pour définir, je pense, un affichage au niveau du régulateur qui soit un affichage unique et commun et qui permette de dire, moi, quand je suis à 90% français, je n'ai pas à me justifier parce que celui à côté, il affichera qu'il est à 0%. Donc, je n'ai plus finalement à encombrer mon PAC de tout un tas d'histoires ou de justifications. En comparatif, c'est immédiat. Voilà. Non, c'est très intéressant effectivement de parler de ces notions-là, effectivement, où il faut combiner. Il y avait aussi, alors un petit peu provocateur, mais il y avait de pourquoi toujours opposer effectivement l'idée des grands groupes aux PME, cette idée que effectivement on ne sera que plus fort si jamais on collabore. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire effectivement? Claire, je sais qu'il y a des géants de la cosmétique actuellement qui se lancent sous des certifications Cosmébio ou avec des cosmétiques naturels. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée qu'il faut que l'ensemble du tissu industriel quelque part dans un domaine donné collabore? Je crois que moi, je peux répondre aussi dans le sens où la marque Melvita appartient à un plus grand groupe, qui est le groupe L'Occitane. Et du coup, alors moi, je ne critique absolument pas l'aspect grand groupe. Je viens aussi de grand groupe avant et je fais partie d'un groupe qui, je pense, est vraiment dans une démarche extrêmement positive. Et au contraire, je trouve que faire bouger un tout petit peu un grand groupe, ça a un impact volumétrique qui est beaucoup plus important et finalement une externalité positive beaucoup plus grande. Donc, je n'oppose pas ça. J'oppose par rapport au grand groupe l'aspect claim, allégation, parce que là, c'est un combat qui est complètement, complètement pas gagnable dans la com, en fait. Et c'est vrai que sur les allégations, nous, dans les cosmétiques, on lutte beaucoup avec la norme ISO versus le bio, qui était vraiment une norme beaucoup moins disante et qui a été un petit peu trustée par d'autres grands groupes. Donc moi, je pense qu'au contraire, au contraire, en fait, pour le voir avec Melvita est un peu le cœur vert du groupe L'Occitane. Et je pense qu'il y a des tests qui sont faits sur nos formules qui font avancer les choses et qui derrière après sont réutilisés à beaucoup plus large échelle sur l'Occitane. Donc moi, au contraire, je pense que c'est très intéressant en tout cas d'être dans une logique de coalition tant qu'il y a une volonté en effet d'avancer et de faire avancer toute une industrie dans le même sens. Pour dire, les labels ou les cahiers des charges partagés peuvent jouer un rôle pacificateur dans ce tableau petite PME versus grand groupe. Dès lors que vous dites le bio c'est ça et que ça s'applique exactement aux grands comme aux petits, vous faites un travail, je trouve, d'harmonisation, de transparence et de pacification dans les relations commerciales qui sont évidemment très, très dures. Et nous, je le dis au passage, mais notre cahier des charges est exactement le même que vous soyez un grand groupe ou une petite PME locale. Et ça, je le vois dans les relations avec nos centaines de partenaires économiques. Ça apporte ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a du favoritisme, on n'a pas l'impression que un tel, on va lui enlever telle molécule ou lui rajouter pour l'embêter, pour faire une barrière à l'entrée, etc. Donc nous, on plaide beaucoup pour l'indépendance et il y a quand même des risques là-dessus. L'indépendance, la tierce partie, qui demain est l'avenir de la consommation responsable. Si vous n'introduisez pas un tiers qui apporte un cahier des charges objectif, transparent, disponible sur le web et qui quelque part met à égalité tous les acteurs, c'est toujours le plus fort qui gagne. Mais juste sur le bio, c'est exactement ça. Oui, et les charges, le label, il est public, il est européen, tout le monde est d'accord, et il y a les certificateurs qui certifient. À ceci près que selon les pays, il y a des petites nuances, mais vous avez raison, Adrien, et c'est ça l'avenir. Mais pour des raisons qui m'échappent, l'État est beaucoup plus timide qu'en 84, quand il a un peu unifié le bio sur d'autres secteurs de la durabilité. Il laisse le marché et les claims et les allégations prospérer sans beaucoup réguler. Je pense qu'on aurait pu continuer d'échanger pendant. Très intéressant. Peut-être vous voulez dire un dernier mot. Merci pour votre accueil et pour votre écoute.
Merci beaucoup. Alors, Merci à tous. Merci à vous, merci. Merci. Et puis, on vous donne pour le 22 février et à Natexpo exactement, au mois de septembre. Merci, au revoir. Merci, au revoir.